Chers amis, je suis très heureuse de vous revoir pour cette troisième séquence de notre programme sur les processus mémoriels de la Shoah en France. En fait, je préfère le titre que nous avons donné à ce programme en turc. Bir yüzleşme serüveni, Shoah sonrası Fransa'da hafıza politikaları. Il y a dans le mot serüven le sens de aventure, et j'aime bien cette idée d'aventure dans les processus mémoriels, surtout au moment où ils démarrent. Et c'est ça que nous avons dû sacrifier parce que ça faisait trop lourd en turc, la terminologie n'est pas encore installée. En effet, les initiatives et procès mémoriels débutent de façon hésitante, dans un frémissement, et sans que l'on sache comment, dans combien de temps cela pourra évoluer, se déployer, porter ses fruits. Je suis très heureuse que notre programme accompagne l'essor des actions mémorielles en Turquie. Je saisis cette occasion pour saluer le travail qu'effectue au sein du centre mémoriel, au centre mémoriel de l'association Anadolu Culture, des personnalités comme Murat Çelikkan, Meltem Aslan, Özgür Sevgi Göral. Je profite aussi de l'occasion pour redire que Anadolu Culture est donc un des organisateurs de ces programmes, comme l'est évidemment le Mémorial de la Shoah, l'Université Paris 8 et l'Institut français en Turquie. Lors de notre première séance, Henri Rousseau avait détaillé ici même l'histoire non pas de la Shoah, mais de la mémoire de la Shoah en France, ses étapes, ses principaux acteurs. Les films de la semaine Cinéma et Shoah, qui était la deuxième séquence de notre programme, qui s'est déroulée en décembre dernier, ont illustré le rôle des documentaires et du témoignage dans la prise de conscience par l'opinion française de la part de la France dans les malheurs qui accablèrent les Juifs de France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, troisième séquence, nous accueillons l'historienne Annette Viévorka, figure majeure de l'historiographie de la Shoah en France. Elle est actuellement directrice de recherche au CNRS. Elle a été membre de la mission d'études sur la spoliation des Juifs de France, dite Mission Matteoli, créée en 1997, 2 ans après le célèbre discours de Jacques Chirac, au cours duquel le président a reconnu la part de la responsabilité du régime de Vichy dans la politique nazie de la solution finale. Annette Viévorka a énormément publié des livres, dont plusieurs sont traduits en turc. Auschwitz expliqué à ma fille, Auschwitz 60 ans après. Dans un de ses derniers livres, publié en 2011, L'heure d'exactitude, l'histoire, mémoire et témoignage, elle interroge les raisons du succès actuel en France, en Europe, de la question de la Shoah, succès qui ne va pas sans certains malentendus, sur lesquels je ne vais pas revenir ici. Elle revient sur le sens du devoir de mémoire. Elle revient sur la puissance de la diffusion de cette notion qui a contribué à la rencontre entre les porteurs de mémoire, de témoignages et des historiens, les deux se rencontrant sur cette question et faisant la postérité de cette problématique. Je rajouterai ici que le dernier numéro de la revue Le Débat porte justement sur cette question, sur les relations aujourd'hui entre le passé, c'est-à-dire la mémoire, les mémoires, et l'histoire, côté scientifique, le recensement aussi. Elle constate que la mémoire de la Shoah est devenue un des socles de l'unification européenne, et ça c'est un aspect extrêmement important qui a aussi mobilisé notre démarche ici. C'est un peu pour ça qu'on a commencé ce programme, puisque vous savez que la Turquie, et c'est très heureux, n'a pas participé à la Deuxième Guerre mondiale.
des éléments de sa cohérence et de son ciment. Donc c'est à atténuer un peu cette distance de la Turquie avec cette sensibilité que nous tentons de travailler. Enfin, nous avons l'idée de contribuer. Je passe maintenant la parole à Annette Bievorka qui pose la question, pas à moi, pardon. Juger les nazis est une histoire interminable. Et je vous laisse le floor. Alors merci beaucoup à tous. Laura, je remercie monsieur et madame les consuls, madame la directrice du centre, Bruno Boyer qui m'a pourvoyé jusqu'ici. Et je vais donc essayer de dire quelques mots sur la question de cette justice, de ce jugement interminable et qui se terminera bien un jour quand le dernier nazi aura quitté notre monde, de cette justice qui s'étale sur 70 ans. Je le dis dans un contexte très particulier, puisque en ce moment même, aujourd'hui même, on est en train de juger à Paris, en cour d'assises, un génocidaire du Rwanda. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on juge à Paris un homme qui a commis des crimes, enfin, ou qui est jugé pour des crimes, puisqu'il est présumé innocent, commis au Rwanda, c'est parce que le droit a évolué et qu'il existe aujourd'hui quelque chose qui s'appelle la compétence universelle, qui permet de juger certains crimes, génocide, crimes contre l'humanité, à l'endroit où on prend le criminel. C'est quelque chose d'assez intéressant, puisqu'on pourrait traduire cela en disant qu'un homme qui est soupçonné ou qui est accusé de crimes contre l'humanité ou de crimes de génocide ne pourra trouver refuge dans aucun pays, puisqu'il aura pour lui le risque d'y être jugé. Alors, le nazisme, c'est effectivement le régime qui a permis une mutation très importante dans la question du droit. Et il était encore question l'été dernier de juger les derniers nazis encore en vie. Le centre Simon Wiesenthal avait lancé en Allemagne, à Berlin, à Hambourg et à Cologne, une campagne d'affiches, Spät, aber nicht zu spät, tard, mais pas trop tard, pour débusquer ceux qui étaient encore vivants et en état de comparaître devant un tribunal. Selon les articles de presse parus à cette occasion, il serait encore 120 anciens nazis en vie, c'est pas beaucoup, et 60 en état de comparaître. Et sur l'affiche collée sur les murs des villes allemandes, on voyait la photo de la porte d'entrée d'Auschwitz-Birkenau. Et on offrait une récompense de 25 000 € à celui qui, voisin, connaissance, petit enfant, donc on demande aux petits enfants de dénoncer leur grand-père nazi, qui aidera à l'arrestation d'un ancien nazi. Le centre Simon Wiesenthal répondait aux objections qu'on aurait pu faire en disant que le passage du temps ne diminue pas la culpabilité, que le grand âge ne doit pas offrir l'immunité, que l'effort pour juger les derniers nazis est un rappel de l'importance des crimes de l'Holocauste et un avertissement pour les antisémites et les racistes, et que les procès sont utiles dans le combat contre ceux qui nient la réalité même de la solution finale. Mais il ne répondait pas à une objection majeure, une objection formulée par Serge Klarsfeld. Quelle justice quand on n'a aucun moyen d'administrer la preuve et qu'on n'a pas de témoin pour venir attester ce que la personne mise
en accusation a fait. Donc ça, c'est l'objection pour ces procès très très tardifs. Cette question de juger les crimes des nazis est une question qui s'est posée immédiatement au sein même de la Seconde Guerre mondiale. Les premiers procès, on l'a oublié, ont eu lieu, le premier d'entre eux à Kharkiv aujourd'hui en Ukraine, par les soviétiques, qui ont jugé en fonction de leurs droits militaires, tribunal militaire, 4 accusés, 4 condamnés, 4 exécutés, pas de possibilité de faire appel. Donc là, on est en décembre 1943. Immédiatement après la guerre, après la libération du camp qui a été peut-être celui qui a offert aux Alliés le spectacle le plus terrifiant qui était Bergen-Belsen. Les Anglais ont arrêté à Bergen-Belsen le commandant du camp, Joseph Kramer, qui avait été avant le commandant du camp d'Auschwitz, le camp de Birkenau, et une vingtaine de gardes, dont un certain nombre de femmes, qui elles aussi avaient été transférées d'Auschwitz. Le procès a eu lieu à Lunebourg. Sur Internet, vous trouvez tous les procès. Vous trouvez toutes les minutes des procès, vous pouvez lire tous les procès contre d'anciens nazis sur les sites Internet. C'est aujourd'hui très très facile. Donc le procès de Bergen-Belsen s'est fait devant un tribunal militaire britannique. Un certain nombre d'accusés, dont Kramer et 3 femmes, ont été condamnés à mort. Et on a fait venir de Londres le grand bourreau britannique Pierre Point pour procéder à la pendaison de ces hommes et de ces femmes. Donc on a pu juger avec un droit que j'appellerais presque un droit ordinaire, devant des tribunaux militaires, sans avoir un appareil judiciaire extraordinaire et sans inventer de nouvelles qualifications. Pourtant, très vite pendant la guerre, les grands alliés, c'est-à-dire d'abord les Britanniques, les Soviétiques et les Américains, et puis subsidiairement les Français, pensent qu'il faut juger ceux qu'ils appellent les grands criminels, major en anglais, c'est-à-dire non pas ceux qui ont mis la main à la pâte, qui ont tué de leurs propres mains, mais ceux qui étaient à la tête des États et qui doivent ainsi assumer la responsabilité du crime. Je donne toujours, pour faire comprendre cet exemple, la différence entre Hermann Göring, qui lui a été un des grands nazis, et Rudolf Höss, qui a été seulement, je mets des guillemets bien sûr, le commandant du camp d'Auschwitz. Rudolf Höss est personnellement responsable de la mort d'à peu près 1,1 million personnes. Il n'est pas un major criminel parce qu'il a commis ses crimes à Auschwitz. Et il va être jugé en Pologne et pendu d'ailleurs à Auschwitz, où on voit toujours la potence où il a été exécuté. Donc on fait cette catégorie particulière, et celle-là, on dit qu'il faut la juger, et l'on choisit un tribunal international. Alors, pourquoi? Parce que cette idée de juger les criminels de guerre est une idée qui était déjà présente à l'issue de la Première Guerre mondiale. À l'issue de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles avait prévu de juger celui qui, selon les alliés de la France, nos alliés, considéraient qu'il avait été le fauteur de guerre, c'est-à-dire Guillaume II. Or, Guillaume II s'était réfugié aux Pays-Bas, qu'ils ne l'ont pas rendu, et il n'y a jamais eu de procès. Il y a eu dans une ville allemande, à Leipzig, un certain nombre de procès pour crimes de guerre. Mais les accusés en Allemagne, même quand ils étaient condamnés à des peines relativement légères, dont ils étaient très vite amnistiés, étaient célébrés par des cris de victoire des Allemands qui étaient dans la salle. Donc il y a
ce fantôme de la Première Guerre mondiale qui plane sur la justice qui va être mise sur pied après la Seconde Guerre mondiale. Et je me disais que parfois, c'est le contraire de ce que l'on dit d'habitude. On dit que l'histoire se fait une fois et que la seconde fois elle bégaye. Et bien là, en matière de droit international, ça a été le contraire. Tout ce qui a été issu de la Première Guerre mondiale a été semi-raté, pour parler de façon un peu familière, et les leçons en matière d'organisation internationale ont été tirées de la Première Guerre mondiale. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, très vite, parce que les responsables politiques y avaient beaucoup réfléchi, ont été mis sur pied un certain nombre d'institutions qui valent ce qu'elles valent, mais qui ont été pérennes, l'ONU, l'UNESCO, le FMI, toutes ces institutions-là. Alors que la Société des Nations, issue de la Première Guerre mondiale, a été très vite un fiasco total. Et dans cette fenêtre qui s'ouvre à la fin de la Seconde Guerre mondiale, va naître le droit international avec le grand procès, qui est le procès de Nuremberg. 4 puissances accusatrices, la France, les États-Unis, il y avait tout, il y avait les archives, il y avait les accusés, les femmes accusées. On a complètement oublié que les Américains ne tenaient qu'à un chef d'accusation qui était le complot contre la paix et le crime contre la paix. Complot, conspiracy. C'est pas du tout dans le sens d'une théorie du complot, hein. C'est qu'ils assimilaient, à partir du droit américain, les nazis à une bande de malfaiteurs qui avaient fait une conspiracy contre la paix. C'est ça le premier chef d'accusation. Parce que le souci majeur des Américains est très simple. Ils estiment qu'on leur a fait traverser l'Atlantique 2 fois, en 1917 et puis de nouveau en 1944, pour aller au secours de la civilisation, de la démocratie, de l'Europe. Ils ne veulent pas recommencer. Ils ne veulent pas que leurs boss retraversent l'Atlantique. Donc l'idée majeure des Américains, c'est de mettre la guerre hors la loi. Les Anglais les suivent sur ce point, mais l'Angleterre et les États-Unis ont comme caractéristique de ne pas avoir été envahis. Et quand arrive à Londres la délégation soviétique et la délégation française, la délégation française est représentée par une personne, qui est le juge Falco, parce que la France ne s'intéresse pas du tout à ce procès. Quand arrivent les délégations, elles disent non, ce n'est pas possible, il faut que les nazis soient punis pour les crimes qu'ils ont perpétrés sur nos sols. Et ces crimes, ils ont un nom, ils sont bien connus, ce sont des crimes de guerre. Depuis la fin du XIXe siècle, on définit les crimes de guerre. Un droit a été mis sur pied qui, grosso modo, protège toujours les mêmes catégories. 2 catégories de population. Les prisonniers de guerre. C'est l'idée qu'on n'a pas le droit de tirer une balle dans la tête d'un prisonnier de guerre. Qu'ils doivent être détenus dans certaines conditions, qu'on ne doit pas les faire travailler à l'industrie de guerre. Donc on protège les prisonniers de guerre et on protège les civils. On n'a pas le droit de prendre les civils pour otages, on n'a pas le droit de bombarder les civils, on n'a pas le droit de déplacer les civils. Ça, c'est le crime de guerre. Le crime de guerre commence à être défini au XIXe siècle et ce n'est pas un problème de le définir. Le problème, ça va être de trouver la définition de ce qu'on appelle le crime contre l'humanité. Quand on regarde très attentivement la définition du crime de guerre et celle du crime contre l'humanité, on se rend compte que ces 2 définitions se recouvrent pour l'essentiel. Le crime contre l'humanité ayant une seule différence, c'est qu'il est noté que dans le crime contre l'humanité, il y a l'intention d'exterminer.
Mais on aurait pu très bien juger les 21 hommes qui sont à la barre, qui sont sur le banc des accusés à Nuremberg, simplement avec le crime de guerre, et ils auraient été tout autant condamnés. Donc ça, c'est le procès de Nuremberg, un procès que les Américains ont voulu fonder pour l'essentiel sur des documents. Les Américains, dans leur avancée en Allemagne, ont réussi à prendre un très très grand nombre d'archives de différentes institutions nazies, et ils ne font appel qu'à un nombre limité de témoins, et les témoins auxquels ils font appel sont là pour expliquer comment fonctionnait le régime nazi. Les accusations qui appellent des témoins qui ressemblent un peu à ce qu'on appelle aujourd'hui un témoin, c'est l'accusation française et l'accusation soviétique. Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose en matière de documents. Et la seconde, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose en matière de grands nazis. Ils ont même personne. Les soviétiques à donner comme témoin. Les soviétiques ont un général pas très connu, et ils ont surtout le grand transfuge, celui qui a capitulé à Stalingrad, alors qu'Hitler venait de le faire maréchal, qui est von Paulus. Donc les soviétiques vont avoir deux généraux, et le reste, ça sera des témoins qui raconteront ce qu'ils ont subi. Les Français, eux, vont faire venir pour témoigner pour les 12 résistants, les témoins français. Ils sont que des hommes. Le procès de Nuremberg est un procès sans femmes. Tous les juges sont des hommes, toutes les équipes de procureurs sont des hommes, tous les accusés sont des hommes, et tous les témoins, sauf la secrétaire de von Ribbentrop et un autre témoin dont je vais parler, sont aussi des hommes. Quand on regarde les images ou les films du procès, on s'aperçoit que les femmes sont les sténotypistes, et parfois les interprètes. Mais il n'y a pas de femmes dans le prétoire, dans l'espèce de spectacle qu'offre un procès, car tout procès est aussi un spectacle. Donc la femme qui est appelée pour témoigner, c'est Marie-Claude Vaillant-Couturier. Marie-Claude Vaillant-Couturier, pour les Français pas trop jeunes, Vaillant-Couturier, c'est un grand nom du communisme français. Et Marie-Claude Vaillant-Couturier est communiste. Elle siège d'ailleurs à l'Assemblée nationale consultative comme communiste. Elle a été résistante. Et elle a fait partie d'un petit convoi tout à fait exceptionnel de 230 femmes, plus la moitié d'entre elles résistantes et communistes, qui ont été déportées sans que l'on sache pourquoi à Auschwitz. Je dis qu'ils ont été déportées à Auschwitz sans qu'on sache pourquoi, parce que les résistantes étaient déportées au camp de Ravensbrück, et que la destination des Auschwitz-Birkenau était la destination réservée aux Juifs de l'Europe et pas aux résistants. Donc pour parler d'Auschwitz, on demande à une résistante française, Marie-Claude Vaillant-Couturier, et on ne peut pas parler de témoins du génocide. L'accusation soviétique, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce que l'accusation soviétique a prévu de faire parler des témoins, et deux témoins de ce qu'on n'appelle pas à l'époque la Shoah. Un très grand poète yiddish, un immense poète yiddish, qui est mort centenaire il y a 1 ou 2 ans, qui s'appelle Avrum Sutzkever, et qui, presque jusqu'à la fin, a publié une revue littéraire de grande qualité en Israël, qui s'appelait Die Goldene Gate, une revue en langue yiddish.
Avrum Suskiéver avait été prisonnier dans le ghetto de Vilno. Il a d'ailleurs écrit un témoignage. Il avait ensuite réussi à s'échapper du ghetto. Il avait rejoint les partisans et il avait été évacué des forêts de Lituanie à Moscou. Et là, un personnage très important de l'histoire littéraire et politique de l'Union soviétique, qui s'appelle Ilya Ehrenburg, était tombé sous le charme de la poésie de Suskiéver. Et c'est Ilya Ehrenburg qui veut que Suskiéver témoigne au procès de Nuremberg. Et puis le deuxième est quelqu'un qui s'appelle Reimann, qui a été dans le ghetto de Varsovie, et ensuite du ghetto de Varsovie a été transporté au camp de Treblinka et qui a survécu au camp de Treblinka. Donc on a deux témoins. Mais on est à une époque où en Union soviétique, d'abord, on est déjà en pleine guerre froide et c'est quasi miraculeux que le procès de Nuremberg puisse se terminer. Et puis on est dans la période où on ne favorise plus l'expression du yiddish. Si bien que Suskiéver, qui veut témoigner en yiddish, jusqu'au dernier moment pense qu'il va pouvoir témoigner en yiddish, et finalement on lui interdit, et on l'oblige à témoigner dans une langue qui n'était pas familière, qui est le russe. Et ce témoignage de Suskiéver qui dure exactement 38 minutes, alors que von Paulus, ça dure une journée et demie. Donc il faut bien voir l'impact de l'un et de l'autre. Celui de Suskiéver passe complètement inaperçu. Il est devenu célèbre maintenant parce que les historiens ont été le retrouver et lui ont donné une signification. Mais à l'époque, personne ne connaît ce témoignage. Ce témoignage de Suskiéver, c'est finalement ce qui marque le glas de la culture yiddish en Union soviétique et la fin de ce qu'on avait appelé le comité juif antifasciste, qui était une organisation qui avait été extrêmement active pour coopérer de toutes les façons possibles à la victoire de l'Union soviétique. Si je dis cela, c'est que c'est aussi parce qu'il faut sauter de la tête une idée qui est fausse. C'est que le procès de Nuremberg a été fait à cause du génocide, que le crime contre l'humanité était ce qu'il y avait de plus important au procès. Ce n'est pas vrai au moment du procès de Nuremberg. Et au moment du procès de Nuremberg, le mot même de génocide est quasiment inconnu des accusations. Je crois qu'on le trouve en 5 occurrences dans l'ensemble des minutes du procès. Le mot vient d'être inventé. C'est un mot inventé par un juriste polono-judéo-américain, spécialiste droit international, qui s'appelle Raphaël Lemkin, qui toute sa vie a été obsédé parce que lui a fini par définir comme génocide, génos, ethnos, une racine grecque et un suffixe latin qui dirait tuer. Le génocide, il le définit par le fait de tuer, d'avoir la volonté de faire disparaître un groupe religieux ou ethnique ou politique. C'est ça pour lui le génocide. Donc c'est un groupe qui est défini de différentes façons. Et il y a une intention. Et on entend beaucoup dire que c'est avec le génocide des Arméniens que Lemkin a inventé la notion de génocide. C'est pas tout à fait exact. Lemkin a écrit des mémoires qui malheureusement n'ont pas été terminées parce qu'il est mort en 1959 tout soudain d'une crise cardiaque. Il n'avait pas terminé ses mémoires. Mais dans ces mémoires, il raconte comment l'humanité n'a pas cessé de faire des crimes et il donne une grande place notamment au XVIIe siècle au Japon, au massacre avec une cruauté, j'ose pas dire tout asiatique, mais avec une très grande cruauté
des catholiques au Japon. Et il considère que ça, c'est aussi du génocide. Donc, la définition de la Convention et la définition donnée par Lemkin est excessivement large. Et je dois dire que la qualification de génocide est une qualification juridique, ce n'est pas la qualification que retiennent en général les historiens. Et ça pose un problème, ça peut même poser parfois des malentendus, parce qu'un historien aura envie de discuter des termes qu'il utilise. Un historien n'a pas envie de se laisser guider par des qualifications d'ordre juridique. Je vais donner un exemple. L'intention. Y a-t-il intention? Dans les années 80, il y a eu un débat très vif et personne ne s'est avisé de condamner les historiens fonctionnalistes, ce qui prouve qu'on peut débattre en histoire, y compris de l'intention. Alors, le résultat, donc je parlais du mot de génocide, une convention qui prévienne et punisse les crimes de génocide. Et cette convention pour la prévention des crimes de génocide a été adoptée en 1948. Adoptée en 1948, ça ne veut pas dire que tous les États y souscrivent, et ça ne veut pas dire non plus qu'elle ait une quelconque efficacité. Parce que si vous ne pouvez pas prendre les criminels, et si vous n'avez pas de tribunaux pour les juger, vous pouvez avoir toutes les belles conventions, elles marquent une étape, mais elles n'ont pas de réalité. Voilà la situation en 1948. Une situation où le génocide des Juifs n'est pas du tout considéré comme une histoire séparée de l'ensemble de la criminalité nazie. Et le procès sur lequel je vais passer très très vite, qui a fait changer les choses et qui peut être lu comme un complément du procès de Nuremberg, c'est le procès d'Adolf Eichmann, qui se tient à Jérusalem en 1961. Et c'est le Premier ministre israélien de l'époque, David Ben-Gourion, qui veut que ce procès soit un Nuremberg du peuple juif. Quel est ce type de justice? Alors ça c'est aussi une discussion. Certains disent c'est de la justice transitionnelle. Moi, le terme ne me convient pas beaucoup pour le procès Eichmann et pour les autres procès, par exemple les procès de Francfort, qui se déroulent à Francfort en Allemagne, 63-65, mais il y a beaucoup d'autres procès en Allemagne. Par exemple, le procès d'Ivan Demjanjuk en Israël d'abord, puis à Munich, et puis les trois procès dont la France a été le théâtre, le procès de Klaus Barbie 1987, le procès de Paul Touvier 1994 et le procès de Maurice Popon en 1998. Est-ce qu'on peut vraiment parler de justice transitionnelle? Nuremberg, pour moi, c'est une justice de transition. Qu'est-ce que j'appellerais la justice transitionnelle? Je dirais que la justice transitionnelle, c'est un élément de ce qui permet de passer d'un état de guerre à un état de paix. L'état de guerre ou un état de conflit. L'état de guerre peut être un état de guerre international. C'est le cas de la Seconde Guerre mondiale, avec qui va vivre ensemble. En Europe de l'Ouest, il y a pratiquement plus de juifs après la Seconde Guerre mondiale, plus d'1 million. Et le vivre ensemble avec les Allemands n'est pas le problème d'Israël, qui a d'ailleurs amorcé un processus de rapprochement diplomatique par l'intermédiaire d'un certain nombre de traités et qui prend bien soin que le procès d'Adolf Eichmann ne déborde pas sur le procès de l'Allemagne, parce qu'il y a des accords qui ont été signés avec l'Allemagne, on pourra en parler si ça vous intéresse.
Ce sont donc là des procès vraiment pour l'histoire et pour les mémoires qui tous poursuivent des buts qui sont extérieurs à la justice. Il ne s'agit pas simplement de juger un coupable, il s'agit aussi de faire quelque chose d'autre. Pour le procès Eichmann, c'est Abba Eban, qui était à l'époque le ministre de l'Éducation, qui explique comment le procès doit aussi être un procès qui sert la cohésion nationale et qui permet d'unir les populations différentes en Israël. Ceux qui sont nés en Israël, les Sabras, et ceux qui ont immigré. Ceux qui de plus en plus nombreux viennent du bassin méditerranéen qui n'a pas connu le nazisme, et ceux qui sont venus d'Allemagne ou d'ailleurs. Donc ce procès, on dirait aujourd'hui, il doit produire de l'identité nationale. Et il n'y a rien de mal à cela. Toute nation est soucieuse de produire de l'identité nationale. Mais c'est un procès aussi très important parce qu'il va marquer ce que j'ai appelé l'avènement du témoin. Le procureur israélien qui s'appelait Gideon Osner avait décidé de faire reposer le procès sur deux piliers, contrairement à Nuremberg, les documents. Il n'y a pas de justice sans preuve écrite dans ce genre de procès. Et quand on lit d'ailleurs tous les jugements, on s'aperçoit qu'en gros, ils ne tiennent pas compte des témoins. Les témoins sont là pour assurer la narration, mais ils ne sont pas là, en général, dans ce type de procès, pour la preuve. Donc, d'un côté, les documents, de l'autre côté, les témoins. Et 110 témoins vont défiler à la barre pour raconter l'histoire. Et l'effet qui va être produit par ces témoignages est un effet d'une importance considérable. Ma collègue israélienne Hana Yabonka dit que c'est avec le procès Eichmann que les survivants et la Shoah sont entrés dans les codes génétiques israéliens. Mais de façon plus large, c'est aussi le procès Eichmann qui va introniser le témoin comme porteur d'histoire et de mémoire. Et je vais donner un dernier élément, et après j'arrêterai pour laisser un peu de place pour les questions, qui est la question de la façon dont un procès est médiatisé. À Nuremberg, il y a eu une centaine de journalistes. Parmi les plus prestigieux, pour les Français, je vais citer par exemple Joseph Kessel, mais les plus prestigieux des journalistes de Rebecca West pour les États-Unis, enfin du monde entier. 100. 21 criminels et des gens quand même assez importants. Eichmann, 400 journalistes à Jérusalem, dans un lieu, le Beth Ha'am, que je traduirais en français par la Maison de la Culture, où il y avait une salle de spectacle qui ressemble d'ailleurs un peu à celle-là, et qui avait été aménagée pour le procès, mais qui ensuite est redevenue une salle de spectacle, et qui est occupée au début pratiquement pour la presse, avec tous les très grands journalistes, plus les grands intellectuels du monde entier. Mais surtout, pour la première fois, on filme, et on filme en vidéo. À cette époque-là, on ne se pose aucune question pour savoir si on va filmer en Israël, filmer ou pas filmer un procès. Et la télévision, en plus, les Israéliens ne savent pas ce que c'est, parce que Ben-Gurion a considéré que la télévision abêtissait les gens, qu'elle mettrait fin à la vie collective dans les kibbutz, et il ne voulait pas de télévision. Et Israël a eu la télévision très tard, après la guerre des 6 jours, après 67, quand les Israéliens ont commencé à regarder, à capter les télévisions des pays arabes. Donc à ce moment-là, il a bien fallu avoir sa propre télévision. Donc c'est filmé pour une petite compagnie américaine
de télévision en vidéo. Et l'effet de la vidéo est absolument sidérant, puisque 24 heures après, on n'est pas encore dans le direct, on n'est pas encore le satellite, mais les vidéos sont portées à l'aéroport de Lod, de là envoyées en Angleterre pour l'Europe, aux États-Unis. Et les programmes de télévision à l'époque sont des programmes très longs. Et le procès Eichmann va rentrer dans les foyers américains, va aussi rentrer dans les foyers allemands, ce sont les deux pays qui s'y intéressent le plus, et avoir donc un écho qui va de très loin dépasser le seul Israël. Alors il y a un débat en France. La France en 61, elle est très occupée parce qu'elle a une guerre qui ne s'appelle pas une guerre sur les bras, qui est la guerre d'Algérie. Et en plein procès Eichmann, donc il y a le putsch des généraux. Donc les journalistes rentrent pour couvrir le putsch des généraux. Mais ça n'empêche pas qu'on continue, notamment le journal Le Monde, continue à suivre le procès Eichmann avec un correspondant qui est en même temps correspondant de radio, qui s'appelait Semamar et qui était en Israël. Et Ophir Lévy, que vous avez entendu avant moi, dans sa thèse, montre que les premières images d'Auschwitz qui sont montrées à la télévision française, alors qu'on avait les reportages, mais qui n'avaient jamais été montrés, c'est au moment du procès Eichmann. Donc le procès Eichmann est considérable. C'est d'abord le procès qui fait considérer que le Ruhrben, comme disaient les survivants yiddish, ou le génocide des Juifs, comme aurait dit Lenkin, ou la Shoah, comme on l'appelle en hébreu, entre dans l'histoire comme événement distinct de la criminalité nazie. C'est quelque chose qui se fait pendant la guerre, mais qui est différent du reste des massacres de guerre. Et ensuite, sur une modalité qui est par l'intermédiaire de la parole de ceux qui ont survécu. Et c'est peu après le procès Eichmann que vont avoir lieu d'autres grandes procédures, et surtout que dans beaucoup de pays, on va réfléchir au fait que si on ne fait pas quelque chose, les crimes de guerre vont être prescrits. 20 ans, 44, 64, 20 ans. Que si Hitler, maintenant ça a été, il n'y a plus ça, mais il y a eu pendant des dizaines et dizaines d'années des rumeurs comme quoi il était encore vivant, caché ici ou là. Mais il y en a d'autres, c'était pas des rumeurs. Mengele, le docteur Mengele est vraiment passé en Argentine et puis après dans les pays d'Amérique. Que s'il revenait, on pourrait plus les juger. Et c'est à l'unanimité que le Parlement français a adopté l'imprescriptibilité du crime contre l'humanité. Et à ce moment-là, la seule pensée, c'était un nazi qui arriverait. Or, en fait, l'imprescriptibilité du crime contre l'humanité a permis en France un procès d'un ancien nazi, Klaus Barbie, mais deux procès de Français, ce qui n'était probablement pas prévu au programme parce que le Parlement n'aurait pas été unanime s'il avait pensé qu'on aurait à juger Maurice Papon